Merci Madame, Monsieur d'être au rendez-vous de cette nouvelle émission intitulée Autour du feu, en prélude au Symposium 2017. Le Symposium, ce grand rendez-vous culturel et traditionnel du peuple Bandjoun. Dans le cadre justement de ce rendez-vous-là, le peuple Bandjoun a initié un certain nombre d'activités et notamment de programmes, parmi lesquels ces capsules que nous vous proposons déjà depuis un certain temps, pour prendre corps avec certains fondamentaux des us et coutumes de ce peuple, de la tradition bamileke en général, mais surtout des cultures locales de notre pays. Nous sommes donc dans le cadre de ces différentes programmations, aujourd'hui emprunts sur la thématique des langues maternelles. Nous allons en parler aujourd'hui avec un certain nombre d'invités. Il faut juste rappeler que le Symposium est bien évidemment chapeauté par la pensée d'abord du roi du peuple Bandjoun, Sa Majesté Njomo Kamga, qui justement a placé toute sa confiance au comité d'organisation que préside André Siaka, de son nom traditionnel Sa Yemgwa. Bien évidemment, lui aussi a déporté cette confiance à travers ces programmes-là à la commission culture et tradition que chapeaute Nono Defo-Médard. Il est d'ailleurs un des panélistes avec qui nous allons échanger au cours de cette émission. Monsieur Nono, merci d'être là une fois de plus pour cet autre rendez-vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, traditionnellement, vous êtes appelé Ta Ndokne. J'espère que je prononce bien. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela signifie traditionnellement? Do, ça vient de Do, un guerrier. Très bien. Et lorsqu'on parle de Sa Yemgwa, pour le président du comité d'organisation André Siaka, on devrait comprendre quoi? Sa Yemgwa, c'est un titre de notabilité aussi assez élevé. C'est-à-dire que c'est un titre pratiquement de guerrier aussi. Alors, nous allons rentrer dans cette thématique dans un instant. Le temps pour nous d'accueillir aussi les deux autres invités qui vont nous accompagner pour cette autre édition. On a le professeur Jean-Paul Bellet qui est avec nous. Merci d'avoir répondu à cette sollicitation, professeur. Merci de m'avoir invité. Voilà. Et à côté de vous, on a un autre qui porte un nom qui lui sera certainement très difficile, mais aussi passionné à maintenir en matière d'héritage, n'est-ce pas? Kéops Ndoumbe Koum, c'est le fils de l'autre. Merci d'être là. Je suis très honoré d'être parmi vous et faire partie de ce panel. Merci de m'avoir invité. Voilà, il est peut-être important, Monsieur Nono, de revenir sur la notion de langue maternelle et la signification effective qu'on devrait y avoir. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que les langues sont comme la biodiversité. C'est-à-dire que c'est comme les plantes. Ça naît, ça grandit, ça se développe et ça peut mourir. Sur la planète Terre, il y a environ 6000 langues. Et chaque jour, il y a des langues qui disparaissent, etc. Le premier niveau de la langue, c'est ce qu'on appelle une langue artificielle. Par exemple, comme le volapük ou comme chez nous ici, le pidgin. Le deuxième niveau, c'est le patois. C'est une langue parlée uniquement dans une zone, mais qui n'est pas extrêmement développée et qui n'a pas une version écrite. Donc, nos langues ne doivent pas être appelées patois, nous ne devons pas accepter ça. Le troisième élément, langue vernaculaire, on dit ça. Nous avons vu ça dans les documents, dans les appellations qu'on nous colle. Le mot vernaculaire, ça vient du latin vernaculus, qui veut dire la langue de l'esclave, l'esclave dans la maison. Sur la planète Terre, il y a environ 6000 langues maternelles. C'est pour ça que l'UNESCO, à travers le 21 février, fait la journée internationale de la langue maternelle. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les langues officielles. Dans le cas du Cameroun, c'est le français et l'anglais. En Afrique du Sud, par exemple, il y a 9 langues officielles. Dans les pays de l'Afrique de l'Est, il y a le Swahili, etc. Donc, nous devons nous battre pour la préservation de nos langues et culture. C'est deux éléments qui vont toujours ensemble. Très bien. Voilà qui est dit. Voilà qui permet certainement de comprendre qu'il y a des appellations péjoratives qu'on ne devrait pas donner à nos langues maternelles. Alors, on sait très bien que c'est l'instrument de communication basique et on dit aussi que ces langues-là façonnent même la personne humaine. La première des choses, avant que la langue soit un outil de communication, la langue, c'est d'abord le véhicule de transmission de la connaissance de l'environnement et de l'univers. C'est d'abord la première des choses. C'est dans les langues maternelles que sont dits les contes et les fables. On peut se dire que ce ne sont que des contes et des fables, mais dans les contes et les fables, il y a beaucoup de codes. Dans les contes et les fables, il y a par exemple les sagesses. Et les sagesses, c'est quoi? C'est l'expérience de plusieurs générations d'un peuple. Donc il y a une identité aussi dans la langue. Il y a l'identité, parce que la langue porte la culture. La culture d'un peuple, c'est son identité. La culture française n'est pas la culture américaine. La culture japonaise n'est pas la culture hindoue.
Donc la culture, c'est une manière de faire les choses. Voilà pourquoi, certainement, M. Défaut parlait de l'alliage entre la langue et la culture qui ne saurait être dissociée. Puisque la langue, justement, est porteuse de culture. Et donc, cette culture-là, dans cette culture, il y a la manière de faire les choses, il y a l'organisation sociale. C'est un mode de vie. Et ça répond donc à une identité particulière. Et quand on a sa propre identité, à ce moment, on contribue à la diversité, la diversité culturelle et, des peuples. Hein. Et c'est une chose assez importante. Mais quand on est déculturé, quand on est dépossédé de sa culture, quand on est dépossédé de sa langue, ainsi on devient dépossédé de sa culture, on devient acculturé. Et ça fait qu'on n'est plus intéressant sur le plan mondial parce qu'on ne contribue plus, on n'est plus une force culturelle capable d'apporter une contribution et de contribuer à cette diversité culturelle des peuples. C'est pour ça que la langue est très importante. Chaque langue a une certaine intelligence. Il y a une intelligence particulière dans une langue. Il y a par exemple, puisque chaque langue a une morphologie. Dans la morphologie d'une langue, ça veut dire que la grammaire, la syntaxe relative à la langue, dans la morphologie d'une langue, il y a toute la structuration de la pensée. Comment est-ce que les idées sont agencées de manière logique pour faire un sens quand on dit quelque chose? Alors, c'est pour ça que vous allez voir que les Allemands ou les Français n'ont pas la même syntaxe, la même morphologie. Donc, les langues... Et parfois pas le même résultat. Pas le même résultat, on n'arrive pas toujours au même résultat. Alors, quand on est donc dépouillé de sa langue, ça veut dire que l'intelligence qui est inhérente à la langue et qui permet de produire la pensée, une pensée originale qui émane de l'intelligence de cette langue-là, elle est complètement perdue, avec tous les savoirs. Parce que dans la langue, il y a l'histoire aussi. L'histoire de la Chine n'est pas écrite en allemand. Vous voyez? Donc ça veut dire que même l'histoire du peuple, on n'a même plus accès à son histoire quand la langue est perdue. Et comme je disais, on n'a plus accès aux fables, aux contes, aux sagesses. Ça veut dire que toute l'expérience, on commence à zéro, puisque toute l'expérience collectée par les ancêtres est complètement effacée. Elle est complètement effacée. Et pour finir, pourquoi c'est important d'avoir la langue? Parce que dans la langue, il y a aussi un génie. Il y a un génie dans la langue. Quand par exemple, au niveau des nombres, et heureusement qu'on a le professeur Mbele qui est là, qui est astrophysicien, qui est un maître des chiffres et des nombres, il pourra peut-être le confirmer. Dans la langue, quand on, par exemple, je parle la langue que je parle, la langue Kingala, qu'on appelle le Douala, pour dire par exemple, je dis Beboya Beba, Mwatanu Namutoba, je viens de dire 256. La manière de dire, j'ai dit 200 plus 50 plus 6. Donc, même quand on dit les chiffres, on dit le nombre, on part déjà en faisant des mathématiques. Vous comprenez? Donc, c'est déjà... Tout à fait. On reviendra justement sur la magie des chiffres dans nos langues. Alors, professeur Jean-Paul Mbelek, justement, Khéops Ndoumbé-Koum évoquait l'importance et l'intérêt de la langue dans l'intelligence et même dans la transmission du mode de vie. Moi, je voudrais avec vous, vous êtes astrophysicien, et on voit bien qu'un astrophysicien comme vous est aussi féru de questions linguistiques. Est-ce qu'on pourrait avoir des éléments qui nous permettent, n'est-ce pas, de retrouver l'impact ou alors les atouts de la langue dans l'acquisition de l'intelligence moderne? La question est un peu difficile. Mais l'astrophysique, c'est la physique pour étudier les astres, ça on veut résumer. Et dans la physique, l'outil théorique, c'est les mathématiques. Et donc nous venons d'avoir un exemple là, dans la façon de lire les nombres. De transmettre, Beboya Beba. C'est ça, voilà. Donc effectivement, le génie de la langue va jouer. Mais c'est une facilité qu'on s'accorde. C'est-à-dire que c'est quand même dommage que l'enfant qui naît chez lui, on parle de langue maternelle, il a reçu le sein de sa maman. C'est dommage que cette intelligence qu'il aura acquis par sa langue au contact de sa maman, ils doivent d'abord l'oublier parce qu'il doit apprendre une langue étrangère. Donc tout l'acquis, par exemple de 0 à 5 ans, est perdu. Or, ces 5 années très important. Donc si on reste dans son univers, dans sa langue, que soit l'acquisition des mathématiques ou de toute autre science, on comprend que c'est d'autant plus facile. Surtout que l'enfant, à ce moment-là, a l'habitude de faire le lien entre ce qu'il dit et ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il ne perd pas le contact avec la réalité. Alors, vous allez continuer. N'est pas abstraite. Vous continuez. Moi, je voulais poser une question. Est-ce qu'il est plus facile de devenir un génie quand on apprend dans sa langue maternelle? C'est clair que c'est oui. Parce qu'en fait, nous trouvons des difficultés. C'est-à-dire que
Bon, je vais m'oublier moi personnellement, mais prenons un scientifique africain de renom bien connu, ok, quelconque, un X quelconque. Il a atteint ce statut, il a fait 2, 3, je ne sais pas combien, mais plusieurs fois plus d'efforts qu'un Français équivalent ou un Anglais équivalent. La perte durant ces 5 années-là est certainement... Voilà, c'est d'entrer dans une autre façon de penser pour finalement avoir les mêmes connaissances. Il fait plus d'efforts. On pourrait donc se faciliter. On pourrait aussi inverser et dire que s'il n'a pas fait ces efforts-là, il serait encore plus fort que ceux-là avec qui il est équivalent. Pour compléter ce que disent mes companélistes, si nous prenons par exemple au niveau de nos langues, hier on dit hier, demain on dit demain. En Douala on peut dire hier qui elle est, demain qui elle est. Tout à fait. En Romala on peut dire hier yo, demain yo. À première vue, quelqu'un qui entend ça, il dira, mais vos langues ne sont pas assez riches parce que vous dites la même chose pour dire hier et demain. Bon, nous avons une autre manière aussi de dire hier, une autre manière de dire aussi demain, que ce soit en Romala, que ce soit en Douala ou dans d'autres langues africaines. Si nous représentons ça sur une feuille, par exemple là, on dit le plus court point, le plus court chemin entre deux points, c'est la ligne droite. Nous faisons comme ça, nous faisons un point origine là. Donc ça, le français va appeler hier, là-bas on va appeler demain. Nous appelons yo-yo. Mais nous apprenons en physique que l'univers n'est pas plat, tel que nous voyons cette représentation. Si l'univers est courbe, c'est comme ça. Si c'est courbe, c'est comme ça, c'est comme ça. Si vous mettez donc l'univers courbe comme ça, vous vous rendez que yo et yo, c'est la même chose. Donc nos langues, comme ils expliquent là, expriment la physique à un niveau extrêmement élevé. Ça veut dire que si votre père, M. Ndobo, n'était pas né hier, demain, vous le fils, vous ne viendriez pas au monde. Vous ne pouvez pas déclarer que hier et demain n'ont pas de lien. C'est ce que nous dit la langue française. Bon, alors pour la magie des chiffres dont vous parlez, pour le cas express de Banjul, nous avons les chiffres par exemple comme 3, comme 7, comme 8, comme 9, comme 2, etc. La chefferie Banjul a une superficie de 28 hectares, toute la superficie. Dans ces 28 hectares, il y a environ 6 hectares de forêt sacrée, ce qu'on appelle la forêt sacrée. Ça veut dire que quand vous faites 28 moins 6, ça fait 22. C'est-à-dire 22 d'espace où l'on habite. Si vous faites 6 divisé par 22, ça vous fait 0,27, donc environ 27%. En réalité, 0,27. Prenons un autre cas maintenant. Les 27%, 27 c'est 2 et 7. C'est 2, on écrit d'abord 2 et on écrit 7. Ça fait 27. 2 plus 7, ça fait 9. 9, c'est les 9 notables. 9, c'est le degré le plus élevé dans l'initiation. Par exemple, il y a des chaises à 9 pieds. Les chaises à 9 pieds, c'est ce que nous appelons les photos, c'est-à-dire les rois vassaux, ou alors les rois qui peuvent s'asseoir sur ce type de siège. Bon, maintenant, nous avons 27 toujours. Si vous renversez les chiffres, 27 devient 72. C'est-à-dire si vous mettez 7 avant 2. 72, c'est le nombre de jours qu'on initie le roi au latin. On initie le roi, c'est-à-dire que le prince héritier qu'on a attrapé, comme on dit, pour devenir roi. Ça veut dire, comme expliquait mes companélistes, dans nos langues maternelles, nous connaissions les mathématiques, nous connaissions la physique, nous connaissions nos rapports à l'univers, etc. Et que le fait de perdre ça, comme disait le professeur Bellec, entre 0 et 5 ans, de ne pas l'enseigner à l'enfant, fait que l'enfant perd beaucoup dans le savoir, etc. Bon, nous donnons ces indications pour que nos enfants aujourd'hui, qui sont à l'université, fassent des recherches sur ce point-là, fassent des thèses pour développer un peu ces acquis. Nous avons aussi un autre chiffre, c'est 8 jours. Vous savez que la semaine à l'ouest, c'est 8 jours. Ce n'est pas 7 jours. Et nous sommes en train de sortir d'une année que nous appelons l'année du quai. C'est pour ça qu'il y a le Simtojom qui va avoir lieu. Le quai veut dire le pouvoir. Chez nous, nous avons 7 mois. L'année est sur 2 ans et est divisée en 7 mois de ce que les chrétiens appellent le carême, etc., qui dure un mois chez les musulmans, etc. Mais nous, c'est 7 mois, etc. C'est parti de décembre jusqu'à fin juin. Et nous ne recommencerons le quai que l'année prochaine. Très bien. Alors, vous avez évoqué, lorsque vous parliez de cette magie des chiffres, vous avez évoqué les chaises. On a entendu parler des chaises à 9 pieds. Je vous propose, ainsi qu'à nos téléspectateurs, de suivre, et sous vos indications, un petit élément qui illustre justement ces différentes chaises, les pieds, et peut-être les rôles dévoués à ces différents sièges.
nous avons les chaises à 3 pieds, nous avons les chaises à 5 pieds, nous avons les chaises à 7 pieds, les chaises à 8 pieds et même les chaises à 9 pieds. Bon, alors pour s'asseoir sur les chaises à 3 pieds, il faut qu'un garçon soit forcément initié. Il est initié dans la concession. Je crois qu'on en a parlé dans nos précédentes émissions. On pourra développer ceci plus longtemps. Bon, mais pour aller plus loin, pour s'asseoir sur des sièges à 5 ou 7 pieds, ça dénote déjà d'une gradation assez élevée au niveau de la nobilité sociale. 8 pieds, c'est déjà réservé pour ce que nous appelons les photos. Donc les 8, c'est pour les très grands notables et les chefs vassaux. Les 9, c'est pour les rois. Bon, mais l'autre détail qu'il faut noter sur les chaises, c'est que les chaises ont 4 configurations. Donc une chaise peut être... les pieds sont sans aucune indication, c'est-à-dire que c'est en bois. C'est la première configuration. La deuxième configuration, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun motif dessus. La deuxième configuration, c'est qu'il y a des motifs géométriques. C'est-à-dire que celui qui s'assoit sur une chaise qui n'a pas de motif, ça c'est un stade, c'est un niveau de nobilité. Ensuite, quand il s'élève, on met sur des chaises qui ont des motifs géométriques. Ça c'est un autre stade. Ensuite, il y a un autre stade pour des motifs zoomorphes. C'est-à-dire où on voit des animaux. C'est-à-dire que les animaux ont été sculptés dessus. Ça c'est un autre stade assez élevé. Et le stade le plus élevé, c'est quand on voit des motifs anthropomorphes, c'est-à-dire que des êtres humains qui sont gravés sur les pieds. Donc ça, c'est valable pour les sièges à 3 pieds, pour les sièges c'est-à-dire pour les divers niveaux de sièges. Donc on a cette gradation-là à chaque niveau. Donc différents motifs peuvent intervenir dans les différentes gradations des chaises. Intègre dans les différentes gradations. Tout ceci pour promouvoir la mobilité sociale. C'est-à-dire que c'est toujours la pyramide, on part du bas de la pyramide et on pousse l'enfant à monter, à monter, à monter pour atteindre le sommet de la pyramide. Voilà qui est bien dit. Ce petit élément nous permet de comprendre que derrière tous ces motifs que nous voyons souvent dans nos concessions traditionnelles, dans nos chefferies, il y a toujours une signification. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible pour nous de transporter, Ndoumbekoum, l'intelligence de nos langues que vous avez évoquées à l'instant par les traductions qui sont faites aujourd'hui? Il y a un problème là-dessus et il me semble que la Fondation Afrique à venir pose le problème avec beaucoup d'acuité depuis quelque temps. Ce que la Fondation Afrique à venir fait depuis l'année 2015 avec la fondation allemande Gerda Henkel qui a accepté de financer ce projet. C'est un projet de 3 ans qui consiste à faire la chose suivante. Il y a 30 ans, le prince Oumar Ndoumbe III a fait le tour du Cameroun et il est allé à la recherche des vieux qui avaient entre 90 et 110 ans. Ils sont déjà tous morts. Et ces vieux ont été enregistrés. Ils ont dit quelle était leur part de savoir sur la jeunesse du Cameroun. C'était dans les années 80. Hein? Donc voilà, vous imaginez, ça a été recueilli sur des cassettes audio et ils ont parlé dans les langues camerounaises. Mais là, il s'agit de la transcription alors? Il s'agit d'abord de l'enregistrement du témoignage en version originale dans les langues camerounaises. Ensuite, la transcription. Maintenant, ce qu'on a fait, donc, on a transcrit, on a commencé déjà à publier dans les langues nationales, dans les langues camerounaises. Nous avons des publications déjà en Bakoko, nous avons des publications bientôt en Bassa. Il y a beaucoup encore à publier en Bassa. Il y a des publications en Douala, il y en a encore beaucoup. Beaucoup de langues de l'Ouest, le Mundumba, le Yemba, le Ngomala, il y a tous le fait-fait. Le fait-fait. On a ça, les langues du Nord, le Mundang, le Moura. Donc tous ces vieux ont parlé dans ces langues-là. Et les témoignages existent, ils ont été maintenant numérisés, ils sont transcrits en langue originale, ils sont en train d'être publiés sous forme de livres. Et maintenant, vu que nous sommes à l'ère de la colonisation, il faut traduire. Les langues auxquelles nous avons plus facilement accès sont les langues occidentales. Dans le cadre de ce projet, il s'agit aussi de traduire ces témoignages. Et c'est là justement que se pose le problème. Ouais. Quelle est la marge de crédit qu'on peut avoir dans ces mécanismes de traduction où vous allez à la source de cette intelligence, de ce savoir, de cette connaissance? Est-ce qu'on a la certitude d'aboutir à un processus qui n'écorche pas ou alors qui ne... C'est la raison pour laquelle, avant de passer à la traduction, nous publions d'abord la version originale. On la publie d'abord dans les langues locales.
Parce que ces vieux ont eu l'amabilité de dire ce qu'ils savaient dans ces langues-là. Est-ce qu'on peut dire de manière inverse que les difficultés que certains de nos jeunes ont à trouver le rythme dans la scolarisation participent du fait que la transmission, pour quelques-uns qui ont été élevés dans les langues maternelles, trouve souvent quelques échos et des blocages, surtout dans les premières années? La fille, là, je l'ai dit que combien de Camerounais parlent comme ça? Ce n'est pas notre langue. On ne pourra pas maîtriser le français comme un français, ce n'est pas possible. Encore que les Français même ont beaucoup de peine à maîtriser. Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde. Moi, par exemple, quand j'étais encore au lycée, au collège, je vous avoue que le niveau de français était plus élevé qu'aujourd'hui. Ce n'est pas notre langue. On ne peut pas, notre destinée n'est pas de singer les autres. Très bien. Même si derrière il y a un autre débat, on en vient au professeur Bellet qui a un autre débat. On a l'impression que plus on se rapproche vers les cultures occidentales, moins on maîtrise les termes de la linguistique. Je voudrais qu'on revienne, c'est vrai, sur l'impact de ces langues-là, mais sur cette origine que de plus en plus on dit enfouie dans nos langues, cette origine des mathématiques, des chiffres. Certains voient plutôt nos langues maternelles comme étant dépositaires, détentrices même, n'est-ce pas, de la structure de ces mathématiques-là. Comme Keops, il a fait remarquer qu'il y avait des fautes de français. La fille, là... Je l'ai dit que... Il y a aussi les fautes dans nos langues. Parce que là, cette façon de dire la fille, là, je l'ai dit que c'est comme ça que nous parlons, c'est notre grammaire. Donc en fait, on a essayé de traduire. Voilà, mais l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que quelqu'un parle dans sa langue aujourd'hui parce qu'il est dans une grande ville comme Douala et il commence à parler la langue avec la grammaire française. Il commence les fautes dans nos langues. Ça dit qu'il infecte nos langues. Oui, les deux fautes. Si bien que l'autre cas est même plus grave, parce que si bien qu'à un moment donné, il pense que le mot n'existe pas. En fait, le mot n'existe pas dans cette façon d'aligner les termes avec cette grammaire. Donc c'est une aliénation de nos langues. Donc s'il remet la bonne grammaire, il voit bien que le mot existe. Même les Arabes ont ce problème-là. Lorsqu'on dit yo, qui pour dire hier ou demain, lorsqu'on dit kiele, pour dire hier ou demain, lorsqu'on dit yani, ça c'est en bassa, pour dire hier ou demain, c'est un décalage d'un jour. Ça veut dire que ces langues-là, pour moi c'est même cette langue-là, est beaucoup plus mathématique que les langues occidentales qui sont fantaisistes, en distinguant hier d'un côté et demain de l'autre côté. Parce que mathématiquement, le décalage d'un jour, c'est juste mettre un signe. Or, le signe apparaîtra, entre guillemets, lorsqu'on utilisera toute la phrase qui donnera le temps. Si c'est le futur, ça veut dire qu'on parle de demain. Si c'est le passé, c'est qu'on parle d'hier. C'est beaucoup plus mathématique. Bon, maintenant, je réponds à la question. Tout à fait. Alors, nous, lorsqu'on dit que les mathématiques sont là en Afrique, ce n'est pas pour dire, c'est une vérité. C'est attesté par les artefacts qu'on trouve in situ, sur le terrain même, en Afrique. Et là, c'est l'astrophysicien qui parle. C'est la personne qui est intéressée par l'histoire des sciences et qui, ayant appris l'histoire des sciences en Europe, a aussi regardé l'histoire des sciences en Afrique et bénéficiant du fait qu'aujourd'hui les connaissances sont très divulguées, il enrichit ses connaissances et apporter du sien. Parce que quand je parle des mathématiques là, je parle des choses qui sont même l'objet de ma propre recherche. La première chose, c'est que nous avons appris des choses fausses. Les mathématiques n'ont pas été inventées par les agriculteurs, mais par les pêcheurs. Nous en avons encore la trace. Lorsque le chiffre 1, nous avons le bâton avec une petite encoche, c'est la pointe de harpon, qui en égyptien ancien même est l'hiéroglyphe pour le nombre 1. Bon, alors, donc les mathématiques, en Afrique, c'est une histoire sud-nord et est-africaine. Nous commençons depuis la pointe sud de l'Afrique du Sud. Il y a une grotte qu'on appelle la grotte de Blombos, qui borde l'océan Indien. Et nous montons jusqu'au mont Lobombo, à la frontière entre le Swaziland et l'Afrique du Sud. Et nous montons en RDC, à 15 km au nord-est de l'équateur, et nous finissons en Égypte. Tout ça, c'est une histoire est-africaine, avec cette chronologie-là. Les premiers motifs géométriques attestés qui montrent que quand même on maîtrise les lignes parallèles et les triangles semblables, c'est dans la grotte de Blombos. Ce sont deux objets en ocre rouge qui ont été trouvés. Et nous avons les lignes parallèles, donc en fait ce qui présuppose le théorème de Thalès. Et ça, il y a 75 000 ans. Nous comptons en monter au nord. Nous arrivons donc là à la frontière entre l'Afrique du Sud et le Swaziland, la grotte dite de Border Cave, la grotte de la frontière. Et là, on a trouvé un perronnet de babouin qui fait exactement 7,7 cm avec 29 encoches. C'est la notation simple d'un chiffre en mettant un trait. C'est ça les encoches. Mais nous ne faisons pas encore les mathématiques. Là, nous sommes seulement sûrs que l'homme sait compter et qu'il a imprimé ses encoches sur cet os-là, ce perronnet de babouin. Nous montons maintenant encore plus au nord, 15 km à l'est
nord-est de l'Équateur. Nous sommes dans un village qu'on appelle Ichango, oui, en RDC. Il y a une rivière qui passe dans ce village, c'est la rivière Semliki. Elle-même, elle vient du lac Routanzig, que les colons avaient baptisé le lac Édouard. Nous avons pour la première fois l'attestation que l'homme fait les mathématiques il y a 25 000 ans. Les Européens n'existaient pas en tant que race différente de l'Africain. 25 000 ans. C'est-à-dire que même l'homme en Europe était noir, il n'était pas blanc. L'Asiatique était noir, il n'était pas blanc. Et qu'on a inventé les mathématiques. Tout ça, on peut visiter ça au musée royal des arts préhistoriques à Bruxelles, 29 rue Vautier. C'est en face du Parlement européen. Vous allez au 21e étage. C'est-à-dire nos richesses, oui, nos découvertes sont gardées ailleurs et nous ignorons. D'ailleurs, les Belges ont même construit une grande statue de premier os des Chango qui fait 7 mètres de haut devant la place de la Monnaie de Bruxelles. Et c'est marqué que c'est pour motiver les jeunes à s'intéresser aux sciences. Bon, je pourrais en dire plus, mais comme le temps est court. Merci déjà pour cette, on va dire, cette immersion, n'est-ce pas, dans la genèse des mathématiques. Cela nous fait penser à ce combat aussi, n'est-ce pas, de la Fondation Afrique à venir, qui ne cesse de se plaindre de ce que nos annales, nos histoires, nos archives sont pour la plupart détenues dans des musées ailleurs. Que l'Allemagne restitue le tanguay royal du roi Lop Prisobel, qui est le premier résistant anticolonial de l'histoire du Cameroun, qui est le premier à avoir accepté de faire la guerre au nom du non qu'il a lancé contre la colonisation sur son territoire. Et jusqu'aujourd'hui, on attend bien qu'il soit l'Allemagne réagisse. Qu'il soit prêt à faire ce pas vers une réconciliation sur base de justice. Voilà, on était en plein, il ne faut pas se perdre, hein, dans nos langues maternelles, la force de ces langues-là, et lesquelles langues transmettent la connaissance, le savoir et ce savoir scientifique. Il nous a été démontré à l'instant que nous sommes dépositaires, n'est-ce pas, de ces mathématiques-là. On va sortir avec vous par une expression que vous affectionnez bien, les fractales, en quelques mots. Bon, les fractales, ce sont des figures géométriques gigotes. On les retrouve uniquement dans les architectures africaines, dans les motifs africains. Par exemple, là, les fractales sont africaines. C'est encore une expression, et je vous ai expliqué l'autre jour ici que les tresses que font nos jeunes filles, que faisaient nos parents, que faisaient les femmes, etc., expriment les fractales. Voilà, donc on va mettre un terme à cette autre capsule, n'est-ce pas, en prélude au Symposium 2017. Le rendez-vous est pris du 11 au 18 novembre du côté de Banjul. Et pour cette autre édition, nous avons fait une immersion dans la force de nos langues maternelles. Merci de nous avoir prêté votre attention, Madame, Monsieur. Merci, n'est-ce pas, à Keops Ndumbekoum qui était là pour nous apporter sa contribution. Merci au professeur Bellet qui, de manière magistrale, nous n'étions pas en cours magistral, nous a quand même permis de comprendre que la source et l'origine de ces mathématiques est tout près de nous. Merci, professeur, d'avoir été là. Merci à vous, monsieur Nono Defo. On va dire simplement merci pour cette initiative qui se poursuit à travers d'autres capsules. Madame, monsieur, restez scotchés sur nos programmes. On se donne rendez-vous pour une autre édition de l'émission intitulée Autour du feu, en prélude au Symposium 2017.
société.